d'avance, me dit Levin, mon avocat. Vous allez vous faire épingler pour kidnapping. Le jury n'aura même pas besoin de siéger à huis clos. Non, mais vous vous rendez compte, Mike? Je hausse les épaules. Cette question. Évidemment que je me rends compte. C'est votre tête qui est en jeu, poursuit Levin. Je pense que vous comprenez cela. Parce que, ici, un kidnapping constitue un crime capital. D'accord? Oui, d'accord. Alors que faisons-nous? Demande mon avocat qui, pour un peu, ferait le geste de s'arracher les cheveux. Je me penche vers lui par-dessus la petite table en bois et je le regarde droit dans les yeux. Ça, cher maître, c'est à vous de me le dire. Vous êtes un avocat réputé et pas spécialement bon marché, alors trouvez quelque chose. Moi, j'ai plus du tout confiance en moi-même depuis ce qui s'est passé hier soir. Ça ne m'étonne pas, ça, reprend Levin en secouant la tête. Mais ça me suggère un moyen de défense, le seul possible. La folie passagère. Vous êtes cinglé, Mike. Dingue, complètement marteau. Mais vous avez kidnappé Judy Craig en état de démence, compris? Non, mon vieux, non. Trouvez autre chose, moi j'aime pas ça du tout. Je veux bien être tout ce que vous voulez, mais pas cinglé. J'ai toujours été sain d'esprit, et tous ceux qui me connaissent vous le diront. Je suis sûrement pas plus timbré que vous. Levin se renverse sur sa chaise en se tapant les cuisses de ses deux grandes mains. Le saint d'esprit, laissez-moi rire. Et ce que racontent les journaux, alors, c'est peut-être pas vrai? Si, bien sûr que si. Ah, bon! Écoutez tout de même ça, Mike. Après, on verra si vous prétendez toujours être saint d'esprit. Il sort de sa serviette un quotidien du matin et le déplie d'un grand geste théâtral. D'après ce canard, Mike, vous êtes descendu à Riverside, dans le même hôtel que les Craig. Un riche industriel, sa femme et leur petite fille de 11 ans, Judy. C'est bien ça? Et bien sûr que c'est ça, vous le savez, mon vieux. Bon, je continue. Vous mettez au point le kidnapping et hier soir vous vous emparez de la petite Judy pendant qu'elle est toute seule sous la véranda devant l'hôtel. Vous la faites monter sur le siège arrière de la voiture que vous avez volée, vous la bâillonnez, vous lui liez les mains et les pieds. Et ensuite, que faites-vous? Hein? Vous vous dirigez tranquillement vers Campbell's Crossing, sachant qu'on ne remarquera pas l'absence de Judy avant 2 bonnes heures. À ce moment-là, vous serez arrivé à Campbell's Crossing. Vous aurez fait basculer la voiture dans un fossé, transporté la petite sur un yacht loué sous un faux nom, et pris le large en attendant de toucher la rançon. Nous sommes toujours d'accord, Mike? Oui, tout à fait d'accord. $1 million. J'allais demander $1 million. Levin a un sourire sardonique. Seulement, vous n'êtes jamais arrivé à Campbell Crossing, Mike. Vous teniez l'enfant, vous aviez pris suffisamment d'avance pour disparaître en douce avant que l'alerte ne soit donnée. Le $1 million était presque dans votre poche. Ah, ça suffit, Levin. Ne remets pas le couteau dans la plaie. Mais Levin poursuit comme si j'avais rien dit. Et alors, que fait notre kidnappeur de choc, saint d'esprit et parfaitement sensé? Levin se met à marcher de long en large, comme s'il s'adressait à un jury, puis se tourne vers moi. Et qu'avez-vous fait alors, Mike, hein? Je me recroqueville sur ma chaise et murmure. Je me suis endormi. Ouais, je me suis endormi. Levin me jette un regard triomphant. Parfaitement. Vous vous êtes endormi. Vous avez soigneusement garé la voiture au bord de la route et vous vous êtes endormi. Honnêtement, Mike, vous croyez que c'est là le comportement d'un homme sain d'esprit? Ben, je voulais pas qu'il arrive du mal à la gosse, c'est tout. Mais oui, bien sûr. Il est tout à fait normal qu'un kidnappeur fasse un petit somme au bord de la route 1 heure à peine après un enlèvement, hein? Ah, faites-moi grâce de vos sarcasmes, Levin. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai éprouvé une drôle de sensation, comme si j'allais perdre conscience, tourner de l'œil, quoi. Vous comprenez ça? Je n'avais pas précisément sommeil. Possible, Mike. Mais vous avez bel et bien piqué un roupillon. Vous dormiez comme un bébé quand ces aimables touristes vous ont découvert, et quand ils ont découvert la petite fille bâillonnée à l'arrière de la voiture, vous ne leur en voulez pas trop d'avoir appelé la police. Mais non. Mais je peux pas imaginer non plus ce qui m'est arrivé. J'avais pas bu, j'étais pas drogué, j'avais pas sommeil, j'étais même plutôt excité. Qui ne l'aurait pas été, hein, au beau milieu d'un enlèvement. Je regardais constamment par-dessus mon épaule pour voir si la petite allait bien, si son bâillon ne l'étouffait pas, vous comprenez? Mais je me sentais tout à fait en forme, et puis, tout à coup, j'ai craqué.
Et quand je suis revenu à moi, j'étais entre les mains de la police. Très juste, Mike. Et le médecin de la police qui vous a examiné quand on vous a amené ici la nuit dernière a reconnu que vous n'étiez ni ivre ni drogué, que vous n'aviez pas eu de malaise cardiaque. Alors, hein? Il vaut mieux regarder les choses en face, mon vieux. Vous étiez cinglé. Et il fallait même que vous le soyez pas mal pour vous endormir au beau milieu d'un kidnapping, non? Ouais, possible. En tout cas, je m'en suis pas rendu compte. On ne s'en rend jamais compte, Mike, mais en tout cas, c'est l'argument que nous utiliserons pour votre défense. C'est notre dernière chance. Il me tapote l'épaule en me regardant avec une sympathie sincère. Et puis, ne vous en faites pas, Mike. Si vous êtes, légèrement dérangé, ce ne sera probablement que passager, et ça vous sauvera à coup sûr de la chaise électrique. Il regarde sa montre et ajoute: je vais vous envoyer 2 psychiatres qui vous examineront sérieusement. Allez, bon courage, mon petit vieux, et à bientôt. Les psychiatres que m'envoie Levin sont des types plutôt sympathiques, mais leur façon d'agir me dépasse complètement. Ils me posent les questions les plus bizarres et parlent entre eux dans un tel charabia que je me demande s'ils n'ont pas besoin eux aussi de se faire examiner. Je finis tout de même par les convaincre que je suis complètement cinglé, car il faut l'être, n'est-ce pas, pour s'endormir en plein kidnapping. Mais à partir de ce moment-là, et jusqu'au jour du procès, l'idée que je puisse être effectivement devenu fou me tourmente bien plus que celle d'être un ravisseur pris en flagrant délit et risquant la peine capitale. Après les témoignages de Judy Craig, des automobilistes qui se sont arrêtés près de ma voiture pour m'aider et des policiers chargés de l'affaire, il ne subsiste pas l'ombre d'un doute dans l'esprit des jurés. Je suis un monstre, un ravisseur d'enfants. Et Levin, ce cher Levin, ne peut rien contre cela. Sinon, continuer à insister dans son compte interrogatoire sur ce fait plus que bizarre. Quand on m'a appréhendé, je faisais un petit somme au bord de la route. Pour finir, Levin insinue, sans trop de subtilité, qu'aucun kidnappeur ayant toute sa tête n'aurait agi de la sorte, en sachant qu'une sentence de mort plane au-dessus de sa tête. Oui. La sentence de mort plane sérieusement sur la tête de Mike. La folle idée de son avocat réussira-t-elle à le tirer de ce mauvais pas? Après avoir kidnappé une fillette de 11 ans, Mike est arrêté de manière fort curieuse. Des touristes le découvrent endormi au volant de sa voiture au bord de la route, l'enfant bâillonné et ligoté sur le siège arrière. Pour ce crime, il risque la peine capitale, à moins que son avocat ne réussisse à convaincre le jury que Mike a été saisi de folie passagère. Bientôt, je me détends un peu. Les jurés commencent à considérer comme Levin que je suis complètement maboule. Je le vois au regard furtif et effrayé qui me lance du coin de l'œil. Levin a fait venir aussi les 2 psychiatres qui témoigneront le moment venu de mon dérangement mental, et il m'a conseillé de me montrer aussi ahuri et déboussolé que possible. Et je dois dire que je ne lésine pas. Je mets toute la gomme. L'affaire est dans le sac, Mike, me murmure Levin en remuant à peine les lèvres. Puis le ministère public appelle le docteur Julius Anderson à la barre des témoins. Je reconnais le toubib qui m'a examiné au moment de mon arrestation. À partir de ce moment-là, mon procès devient aussi fou que je suis censé l'être. Le procureur pose à Anderson les questions les plus ahurissantes. Quant à moi, je joue si bien mon rôle d'abruti que je sombre dans une espèce de somnolence. Décidément. J'en émerge au moment où le procureur, s'adressant toujours à Anderson, demande: « Docteur, vous venez dire au tribunal quelle sorte de chemise portait l'accusé la nuit de son arrestation ?» « Une chemise blanche très propre à col amovible, un col fortement empesé. »« Merci.
Maintenant, voulez-vous nous dire, je vous prie, si l'accusé, lorsque vous l'avez examiné ce soir-là, était sous l'effet de somnifères, d'alcool, de drogue, ou s'il semblait menacé d'une attaque, d'un coup de sang ou de quoi que ce soit qui pourrait expliquer cet arrêt au bord de la route, alors même qu'il était en train de commettre un crime capital. Pour autant que je puisse en juger, il ne souffrait de rien de tout cela. Il est évident qu'il dormait. Et qu'avez-vous pensé, alors? Qu'il était fou, dit Anderson en grimaçant un sourire. Et vous le pensez toujours? Non, monsieur. Depuis, j'ai changé d'avis. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Le témoignage de la petite fille kidnappée hier à la barre. Tiens, et sur quoi portait ce témoignage? Sur le fait que l'accusé tournait toujours la tête vers la droite. Levin bondit sur son siège. « Objection !» Le juge frappe un coup sec de son marteau. « Objection rejetée. Poursuivez, docteur. Expliquez-nous pourquoi le fait que l'accusé tournait constamment la tête à droite a pu vous faire changer d'avis. » Eh bien, voilà. Judy Craig nous a dit qu'en conduisant, l'accusé tournait fréquemment la tête pour la regarder par-dessus son épaule droite, tandis qu'elle gisait allongée, ligotée et bâillonnée sur le siège arrière. « En effet, dit le procureur, c'est consigné dans le rapport. » Ensuite, poursuit Sanderson, ensuite je me suis souvenu d'un cas étrange dont j'ai lu le récit quand j'étais encore à la faculté de médecine. « Objection !» crie encore Levin, mais simplement pour la forme, parce qu'il n'a pas plus que moi la moindre idée de ce qui se passe. Le juge non plus, d'ailleurs, mais lui, il a l'air très impatient d'en savoir davantage. « Objection rejetée !» dit-il. « Poursuivez, docteur Anderson. »« C'est bien simple, » dit le médecin. « C'est parce qu'il tournait tout le temps la tête à droite qu'il a dû s'arrêter pour faire un petit somme. » Cette déclaration fait sensation, et la salle se met à jacasser si fort que le juge est obligé de frapper plusieurs coups de marteau. Anderson n'est pas peu fier de l'effet produit, et Levin est vert de rage. Moi, je dois être blanc de trouille. « En tant que médecin, » dit Anderson une fois le silence revenu, « en tant que médecin, je me suis naturellement intéressé aux causes qui ont poussé l'accusé à s'arrêter pour faire un somme à un moment pareil. Je le répète, au départ, je l'ai pris moi aussi pour un déséquilibre, et puis je me suis demandé s'il ne pouvait pas y avoir là une raison purement physique, voyez-vous. Mais je ne peux expliquer la suite sans entrer dans certains détails techniques. »« Eh bien, donnez-nous ces détails techniques, » dit le procureur avec une grimace. « S'il faut en passer par là. » Ce sont le témoignage de la fillette et le fait que l'accusé portait un collant pesé qui m'ont mis sur la voie. Voyez-vous, la seule explication que l'on puisse retenir pour expliquer la conduite de l'accusé, votre honneur, c'est qu'il possède un sinus et une carotide sensible. Je dirais même hypersensible. L'artère carotide, comme vous le savez certainement, approvisionne le cerveau en sang et en oxygène stimulant. Si l'écoulement du sang est stoppé ou simplement interrompu assez souvent, il en résulte un passage à vide, un évanouissement si vous préférez. Pourtant, celui-ci peut ne pas se produire immédiatement. Il arrive que celui qui en est victime le sente venir petit à petit, de sorte qu'il peut très bien avoir le temps de garer sa voiture sur le bas-côté de la route et d'arrêter le moteur avant de perdre connaissance. Je pense que c'est ce qui est arrivé à l'accusé. Autrement dit, chaque fois que l'accusé tournait brusquement la tête vers la droite pour vérifier l'état de la petite fille, le coin très empesé de son col de chemise appuyait sur son cou, exerçant une forte pression sur son artère carotide droite. Il n'a même pas eu besoin de se tourner souvent pour s'évanouir, voyez-vous. En fait, votre honneur, je suis intimement convaincu que l'accusé n'a pas l'esprit plus dérangé que vous et moi. Il a simplement un sinus de la carotide droite anormalement sensible. Oubliant complètement le protocole,
Mon avocat bondit sur ses pieds en hurlant. C'est ridicule! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de collant pesé, de sinus, cette carotte? Je n'ai jamais rien entendu de plus absurde! Il tend la main et me saisit par le cou dans le creux situé entre le menton et l'épaule. C'est bien là, n'est-ce pas? Le docteur Anderson acquiesce d'un air goguenard. Alors, Levin se tourne vers le jury d'un air de profond dédain. Je vais vous montrer à quel point vous pouvez avoir confiance dans le témoignage de ce charlatan. Regardez bien. Et il appuie bien fort son pouce sur le côté droit de mon cou. Un moment plus tard, quand je reprends conscience et que je retrouve mes esprits, je demande au procureur, en regardant mon avocat, « Alors, qui c'est qui est fou, votre honneur ?» La réponse ne me surprend pas vraiment. « Votre avocat, voyons, qui d'autre ?» Je vais donc être exécuté bientôt. Mais vous ne pouvez pas savoir combien je suis soulagé de savoir avant de mourir que tout compte fait. Je suis parfaitement sain d'esprit. Voici 3 ans que Warren a acheté la grande maison. Un manoir qui pourrait abriter 3 familles sans la moindre promiscuité. Malgré leur bonne éducation, ses voisins ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi donc Warren Ulrich y vit seul. Leur curiosité est d'autant plus aiguisée que Warren ne reçoit jamais personne, n'organise aucune fête, aucune réunion. Ne serait-ce son visage avenant et sa parfaite courtoisie, Warren Ulrich aurait la réputation d'un sauvage excentrique, d'un misanthrope ou pire encore, allez savoir avec les voisins, même les mieux éduqués. Or, la dernière chose que Warren souhaite est bien d'attirer l'attention. Exactement 3 ans que Warren a acheté son manoir. Un après-midi de la Saint-Sylvestre, la veille du jour de l'an. Autant commencer en janvier une existence nouvelle, n'est-ce pas? Approchant de l'allée cimentée, il enfonce un bouton sur le tableau de bord de sa Jaguar, actionnant l'entrée télécommandée du garage. Il se donne un coup de peigne, prend le champagne, le caviar, le foie gras et autres gâteries, puis sort de sa voiture. En sifflotant, il gravit 4 à 4 l'escalier dérobé qui conduit directement au 2e étage de l'immeuble. En effet, Warren Ulrich n'utilise jamais le rez-de-chaussée ni le premier. En haut des marches, il allume les lumières de la galerie, dépasse 2 chambres et un bureau et s'arrête face à une fresque représentant un lac de montagne. Calant son sac de provisions sous le bras, il tâtonne sous le boîtier de sa montre et, avec le doigté d'une longue habitude, presse un point mobile légèrement saillant. La fresque glisse vers le haut dans un ronronnement huilé, découvrant un corridor étroit. Après s'être assuré que le corridor est vide, il franchit l'ouverture tandis que la fresque reprend automatiquement sa position initiale. Une installation simple et pratique, conçue il y a quelques années dans un tout autre dessein. Naguère, en effet, elle protégeait des regards indiscrets un petit repère intime où l'élite venait jouer et perdre gros, sans parler de plaisirs plus érotiques, en des salons particuliers. L'élite s'est-elle lassée de cet antre pourtant si pratique? Toujours est-il que l'endroit a fermé discrètement et sans scandale. Pas assez discrètement toutefois pour ne pas venir aux oreilles de Warren Ulrich. C'était quelques mois après sa malheureuse et dévorante liaison avec Clara Felton qu'il avait congédiée au bénéfice de Denis Widner. Warren Ulrich avait acheté ce manoir
quelques jours avant que son ancienne fiancée ne convolât en juste noces avec ce fichu Denis Widner. Oui, juste quelques jours avant. Quittant les 3 corridors, Warren pénètre dans un confortable salon, meublé avec goût. Clara Felton, étendue sur un sofa, la tête posée sur un oreiller, regarde la télévision. Warren dépose le champagne et les douceurs sur une table basse près d'elle et lui embrasse le front. « Le nouvel an, baby, » explique-t-il. « Une petite fête. »« Je sais que c'est le nouvel an, » dit-elle lourdement. « Ça oui, je le sais. Mais qu'est-ce qu'il y a à fêter ?» Avec un haussement d'épaule, Warren réduit le volume de la télé et se dirige vers le bar. Ce préambule négatif ne servira qu'à te rendre malheureuse, Clara. Pourquoi ne pas t'adapter une fois pour toutes? Elle tâtonne le sol de ses pieds nus et se redresse. Tous ses gestes, tous ses mouvements sont languissants. Il s'en émane une intense immobilité, un calme étudié, un calme voulu. Comment est-ce dehors? Il neige, répond-il en revenant avec des verres. J'aimais la neige, mais il y a tellement longtemps que j'ai oublié. C'est blanc, n'est-ce pas? Et ça descend à petits flocons mouillés et poudreux. Oh, Clara, pourquoi dire toutes ces choses qui te font mal? Quand la neige sera assez épaisse, nous irons dehors et nous marcherons dedans, comme l'an passé, d'accord? Une autre petite folie surveillée pendant 10 minutes après minuit. C'est magnanime de ta part, Warren, chéri. Bien que tu ne l'admettras jamais devant moi, je me demande si parfois tu n'as pas des doutes, Warren. Je me demande s'il n'y a pas un moment où tu te sens débordé par l'énormité de ton égoïsme. Tais-toi, Clara, dit-il doucement. Tu ne peux pas être tout à fait normal, Warren. Moi non plus, d'ailleurs. Parce que j'en suis venu à partager ton lit après 3 ans. Du moins, en surface, je suis devenu ta femme et non celle de ce pauvre Denis Widner, ta seconde victime. Pauvre Denis, il ne saura jamais ce que je suis devenu. Clara, dit-il gentiment, bien qu'il préférerait crier, ne nous sommes-nous pas mis d'accord sur le fait que de nouvelles disputes étaient vaines? Le sujet est clos, mon cœur, clos pour toujours. Verre en main, Clara se met à arpenter la pièce de long en large. Ainsi nous voici à l'orée d'une autre année. 365 jours, tous aussi monotones et futiles les uns que les autres. Je vais te le demander une fois encore, la dernière. Warren, veux-tu me laisser partir? Tu sais bien que non, mon cœur. Ce serait désastreux pour nous deux, dit-il en souriant. Après dîner, il regarde l'avènement de la nouvelle année à la télévision. Toutes ces villes et tous ces gens heureux qui s'embrassent et se félicitent bruyamment. Clara accepte le baiser de Warren avec un parfait simulacre d'affection, mais elle ne le suit pas quand il désire aller se coucher. À 2 heures du matin, elle a fumé 2 paquets de cigarettes en essayant de prendre une décision. La raison simple pour laquelle elle ne peut pas le tuer pendant qu'il dort l'emplit de rage. Elle ne connaît pas le moyen d'actionner le mécanisme de la porte. Bien sûr, à force de l'épier discrètement, elle a fini par se douter qu'il doit s'agir d'un mécanisme de commande à distance, du même principe que celui du téléviseur. Ce soir-là, elle est tellement en colère contre son geôlier qu'elle se persuade qu'elle finira tôt ou tard par découvrir la clé des champs. Même si le prix à payer est de passer quelques jours en compagnie d'un cadavre dans une pièce sans fenêtre. Il est plus de 4 heures du matin quand elle se glisse dans la chambre, le long couteau fixé à sa cuisse à l'aide d'un cordon. Tandis qu'elle se déshabille dans le noir, Warren remue, mais ne s'éveille pas. Elle se glisse silencieusement dans le lit,
reste allongée une dizaine de minutes avant de saisir le couteau, puis de le tenir de telle façon qu'après avoir arraché les couvertures de la main gauche, elle puisse immédiatement de la main droite plonger la lame dans le cœur de Warren. Quand vous pensez aux précautions qu'a prises Warren Ulrich pour séquestrer Clara, ne serait-ce pas mésestimer son intelligence que de croire qu'il pourrait se laisser assassiner stupidement dans son sommeil? Clara Felton était fiancée à Warren Ulrich. Malheureusement pour tout le monde, elle l'a quitté pour Denis Widner. Warren la séquestre depuis 3 ans dans une maison spécialement aménagée à cet effet. Un système électronique empêche absolument Clara de quitter sa cage dorée. Or, ce soir, Clara a décidé d'en finir avec Warren, coûte que coûte. Après s'être glissée dans le lit, un couteau à la main, il lui faut attendre 10 minutes encore pour rassembler tout son courage. Ensuite, tout se passe exactement comme prévu, sauf qu'à la dernière seconde, au moment de plonger la lame dans le cœur de Warren, une main arrête son poignet et le serre comme un étau. Ce satané, cet infect Warren faisait semblant de dormir. Il a tout prévu, Warren. Même le moment où elle voudrait le supprimer, après 3 ans de patience, 3 années d'attente qui s'effondrent dans la chambre obscure. Elle glisse la lame sous le matelas et fond en sanglots silencieux, en évitant de frôler ce corps tant détesté. Le matin suivant, après le départ de Warren, Clara range le couteau dans la cuisine, puis, pendant des heures, cherche le moyen de s'évader sans le tuer. Encore que, si quelqu'un ne mérite pas de vivre, c'est bien Warren Ulrich. Non seulement ce monstre la séquestre depuis 3 ans, mais il est d'une vigilance de chaque instant. Elle a beau chercher et chercher encore, aucune solution n'apparaît. C'est d'autant plus désespérant qu'au-delà de ces murs sans fenêtres, la vie et le monde palpitent. Quand il rentre le soir, son éternel sourire aux lèvres, elle est dans un état d'effondrement moral. Au début, elle garde le silence car il lui est nerveusement impossible de parler. Quand, peu à peu, elle voit que cette prostration l'inquiète, l'espoir renaît sous forme d'une nouvelle stratégie. Cette indifférence silencieuse ne pourrait-elle finir par saper son éternelle patience, son indéfectible assurance ? Se pourrait-il qu'il la frappe, perdant tout contrôle, et qu'elle en profite pour lui planter le couteau dans le cœur, pour tenter n'importe quoi? C'est sans compter avec la remarquable intelligence de Warren Ulrich, car il s'adapte, le bougre, et bientôt il ne semble plus gêné du tout par ce pesant silence. Alors qu'elle est sur le point d'exploser, Warren se consacre à la lecture ou entame des parties d'échecs avec un ordinateur. Le 11e jour, quand il part pour son bureau, après avoir osé lui tapoter la joue en silence, Clara Felton explose. Tout ce qu'elle est parvenue à réprimer jusqu'à présent sort en une fois. Elle court en hurlant dans les pièces vides, renverse les lampes, arrache les tableaux et les déchire sur le coin des meubles, fracasse tous ses précieux et combien inutiles flacons de parfum, lacère les robes qu'il lui a offertes, et elle hurle, Clara, elle hurle! Dans un dernier sursaut, elle revient au salon, ramasse une des lourdes lampes jonchant le sol et réduit en miettes le grand œil moqueur de la télévision en couleur. Ensuite, tremblant de rage et de désespoir, elle reste plantée au milieu du carnage. Elle pense vaguement y mettre le feu, mais son instinct de conservation l'en empêche in extremis. Et, tout naturellement, les larmes suivent. À peine calmé, il lui prend un de ces fréquents accès de claustrophobie qu'en ces circonstances, elle ne peut maîtriser.
Complètement paniquée, elle s'empare de la lourde lampe dont elle s'est servie pour démolir le téléviseur et s'élance vers le corridor de sortie dans l'espoir absurde d'abattre l'inflexible barrière de 3 années sans air, sans liberté, la porte télécommandée. À quelques mètres, elle s'arrête net. La lampe lui glisse entre les doigts. Warren a tout prévu, tout, sauf une chose. Comme tous les appareils inventés par l'homme, cette porte dérobée n'est pas construite pour fonctionner éternellement sans réglage ni entretien. Ce matin, bien que la porte ait manifestement obéi au signal quand il s'est agi de monter, elle n'est pas redescendue au niveau du sol pour s'y verrouiller. Elle ne s'est pas entièrement fermée, laissant presque un pied de jeu. Et, par miracle, cet imbécile de Warren, trop confiant, ne s'est pas retourné pour vérifier le bon fonctionnement du mécanisme. Le cœur battant la chamade, Clara file chercher un manteau, puis se couche à plat ventre près du bord de la porte. Elle s'aplatit, se raidit, vide sa poitrine et rampe, millimètre par millimètre, jusqu'à ce que le bord métallique la cale au milieu du dos. Le violent effort qu'elle fournit pour se dégager ne fait que la caler davantage. Impossible d'avancer ni de reculer. La panique l'envahit à nouveau quand elle se demande ce qui arriverait si un effort trop violent libérait la porte. Cette masse d'acier l'écraserait comme un insecte. 3 ans de séquestration pour finir de la sorte, à quelques centimètres de la liberté. À quelques centimètres. Oh, non, non. Elle ordonne à ses muscles de se détendre. Pense-toi petite et mince, se dit-elle. Pense-toi ronde et glissante. Pense-toi libre. Et le miracle se produit. Molle et sans eau, flexible, elle est un fluide qui se répand sous une porte. En quelques secondes, elle est dehors. Dans la cabine téléphonique d'un drugstore, Clara Fenton se demande si elle doit d'abord appeler la police ou Denis Widner. 3 ans et 17 jours plus tôt, elle était sur le point d'épouser Denis. Malheureusement, les événements avaient pris un cours machiavélique. Elle aurait dû refuser cette invitation à dîner que Warren lui avait faite, mais il semblait si détaché, si amical, pour tout dire, si fair-play. Quittons-nous au moins sur une bonne impression, avait-il dit au téléphone. Comment lui refuser cela? L'ennui, c'est qu'il avait proposé ce dîner dans sa nouvelle maison, et la légendaire curiosité féminine avait poussé Clara à accepter l'invitation. Elle quitte le drugstore sans téléphoner, et elle un taxi. « Merget Manufacturing », dit-elle au chauffeur, en indiquant le bureau de Denis Widner. La jeune fille de la réception la considère d'un œil froid quand elle demande à parler à Denis Widner. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mademoiselle. Dites-lui simplement que je suis Clara Fenton. » Quelques secondes plus tard, Denis se dresse sur le seuil de son bureau, l'œil exorbité, mais apparemment sûr de lui. Il considère Clara quelques instants en silence. « Entre », finit-il par dire en s'effaçant. Clara entre dans le bureau, s'attendant à moitié à ce qu'il lui saute au cou une fois la porte fermée. Au lieu de cela, il s'assied avec une expression sombre et insondable. « Clara, Clara, où étais-tu » demande-t-il en secouant légèrement la tête en signe de condamnation. 3 ans sans un signe, sans la moindre nouvelle. Où étais-tu, Clara? As-tu attendu 3 ans pour me faire des reproches, Denis? Est-ce tout ce que tu éprouves? Mais c'est toi qui m'as abandonné, Clara, non le contraire. J'ai été un vrai zombie pendant des mois et des mois. Mais les blessures se referment tôt ou tard, Clara. Vois-tu, Denis, je n'espérais pas une fanfare, seulement un peu de chaleur humaine.
Il ne t'est jamais venu à l'idée que je pouvais être en danger? Clara, j'ai engagé des détectives sans résultat. Tu ne pouvais pas demander de l'aide là où tu étais? Non, Denis, je ne pouvais pas. Mais crois-moi, je ne t'ai pas abandonné, je te le jure. Bon, je te crois, finit-il par dire. Et je suis content que tu sois revenu. Une échappatoire plate et sans émotion. La présence de Clara ravive-t-elle en lui trop de vieilles souffrances? Tu es marié, Denis? Hein? Pas vraiment, Clara, mais j'ai des projets. Alors que les larmes se mettent à couler, Clara se lève et sort. Au poste de police, il y a du monde, beaucoup de monde. Le sergent de service lui indique un long couloir où attendre parmi une foule en désarroi. Clara Fenton s'assied sur un coin de banquette et, l'esprit vide, se met à attendre. De victime en victime, son tour vient, mais alors que la personne à côté d'elle se lève, Clara se lève et sort du commissariat. Quand le taxi la dépose à la grille du manoir de Warren Ulrich, elle ordonne au chauffeur de l'attendre. Il ne doit sous aucun prétexte partir sans elle, surtout s'il est intéressé par un bon pourboire. Elle sonne à la porte et Warren ouvre. « J'avais la conviction que tu ne te sauverais pas, » lui dit-elle. « Non. Quand j'ai vu que tu n'étais plus là, Clara, je me moquais pas mal de ce qui pouvait m'arriver. Et puis je me suis dit que tu ne préviendrais peut-être pas la police. 3 ans de vie commune peuvent créer certains liens et certaines habitudes. Entre, Clara. Non, Warren, je n'entre pas, pour rien au monde. Tu devrais te rendre compte qu'il n'est pas question que je reste dans cette maison, même une seconde. Il acquiesce d'un pauvre sourire. Allez, Warren Ulrich, va chercher ce dont tu as besoin dans l'immédiat et dépêche-toi. J'ai fait attendre un taxi pour qu'il nous ramène en ville, tous les deux.